Alors, puisque faire de la théorie c'est bien, mais que la pratique c'est évidemment toujours mieux, eh bien dans cette vidéo on va en faire de la pratique puisque je vais vous montrer concrètement comment je procède lorsque je fais des photos avec mon iPhone. Vous verrez les différentes étapes de la prise de vue, comme ça vous comprendrez bien la méthodologie que je mets en place et vous pourrez, eh bien pourquoi pas, vous en inspirer pour optimiser la prise de vue avec votre téléphone. Alors, la première chose que je fais lorsque j'arrive sur un spot, c'est déjà de m'inspirer du lieu. Je marche un peu autour du sujet que j'ai repéré, ici c'est l'arbre, je le regarde sous différents angles, histoire de bien comprendre les différentes possibilités qui pourraient s'offrir à moi niveau cadrage. Bref, d'abord, c'est la prise de température générale du lieu. En tout cas, je ne fonce pas tête baissée sans réfléchir pour tout de suite aller faire une photo. Et ensuite, lorsque ça devient un peu plus clair dans ma tête, lorsque je commence en fait à avoir les premières idées de cadrage, et là d'ailleurs j'ai repéré la zone qui m'intéresse avec ces lignes laissées par les engins agricoles, elles mènent droit vers l'arbre, ça crée de chouettes lignes directrices, donc là évidemment c'est du pain béni niveau composition. Donc quand les premières idées de composition apparaissent, c'est là seulement que je sors le téléphone, mais uniquement le téléphone, pas le trépied. D'abord je vais faire quelques essais de cadrage à main levée. Le truc c'est que si j'installe le trépied tout de suite, eh bien je risque de me poser à un endroit et de ne plus trop bouger, et ça sans avoir au préalable bien exploré les différentes possibilités de cadrage. Donc là, à main levée, je fais des tests, il ne faut pas hésiter à pas mal bouger, se baisser, pouvoir tester différentes hauteurs, vous essayez de vous décaler un petit peu aussi pour vérifier le rendu avec différents angles, tester aussi comment ça rend avec les différents objets, puisque forcément chaque focale donnera des perspectives différentes, et au bout d'un moment, lorsque vous y voyez beaucoup plus clair, et là d'ailleurs par exemple j'ai décidé que mon cadrage ça serait pile au centre, eh bien c'est là seulement que j'installe le trépied. Alors pour le trépied, faites en sorte qu'il soit bien stable évidemment, mais aussi faites gaffe aux cultures, il ne faut pas les abîmer, donc surveillez là où vous posez les pieds. C'est important de respecter le travail des agriculteurs. Ensuite c'est l'installation du téléphone sur le trépied. Et là c'est l'étape où on fait les derniers tests de cadrage, on s'assure que la photo est bien de niveau, etc. Et quand tout est vérifié, là on est tout bon pour la mise en place et on peut donc passer à la prise de vue. Alors, sur le téléphone, ce que je vous recommande de faire en premier, et ça on n'y pense pas toujours, et pourtant ça a son importance, c'est de passer en mode avion, ou au moins en mode ne pas déranger, comme ça vous êtes sûr d'être tranquille pour shooter, et surtout, ça évitera de recevoir une notif en plein milieu d'une prise de vue, ça m'est déjà arrivé, avec le risque donc de faire vibrer le téléphone et donc obtenir une photo pas parfaitement nette. Et sinon, dans l'appareil photo lui-même, toujours jeter un œil si le ProRAW est bien activé, ça serait couillon de ne pas faire gaffe et de shooter en JPEG, donc attention à ça. Ensuite, le retardateur, je m'en sers systématiquement lorsque je fais mes photos sur trépied, et 3 secondes, ça suffit pour éviter tout risque de bouger le téléphone quand on appuie sur le déclencheur. Alors là, les images, elles sont prises en fin d'après-midi, il y a donc beaucoup de lumière et forcément il n'y a pas le mode nuit qui apparaît dans les réglages, mais si vous faites votre photo à un moment de la journée où il fait plus sombre et que l'icône du mode nuit apparaît, eh bien là évidemment activez cette option. Dans un chapitre dédié, je vous ai expliqué tout ça, la très grande importance qu'a ce mode nuit sur la qualité de vos images. Ok, on continue avec la mise au point maintenant. Et je la fais sur le sujet principal, l'arbre, en appuyant une fois dessus, et là on a le petit carré jaune qui confirme notre choix, c'est très facile tout ça. Alors là, en ayant fait la mise au point, je vais en profiter aussi pour vous parler un instant de l'exposition, puisque quand on fait la mise au point, comme on vient de le faire en plaçant le carré jaune, eh bien il faut savoir que c'est aussi l'exposition qui est faite en même temps. Et comme l'exposition est automatique, et se base sur l'endroit où on appuie, il suffit qu'on appuie à un autre endroit pour que l'exposition change. Ça peut être plus ou moins visible ça, selon la zone où on appuie, mais il faut bien comprendre que l'exposition de la photo ne sera pas forcément la même selon l'endroit où on fait sa mise au point. Et comme les deux sont liés, mise au point et exposition, dans l'idéal, il faut faire sa mise au point sur une zone qui est ni trop claire ni trop foncée, histoire bien d'avoir une exposition la plus équilibrée possible. Et ici, pour le coup, même si évidemment tout le monde aurait fait la mise au point sur l'arbre, c'est bien la zone idéale, puisqu'on a à la fois du clair et du sombre. Alors, en procédant ainsi, ça fonctionne, mais personnellement, histoire d'avoir un meilleur contrôle sur l'exposition, ce que je fais, c'est que le carré jaune, je vais le verrouiller.
Et pour ça, au lieu de juste appuyer une fois, eh bien j'appuie et je laisse le doigt appuyer quelques instants, et là la mise au point et l'exposition sont verrouillées. En procédant comme ça, en fait je suis sûr déjà que ma mise au point ne changera pas, puisqu'il suffit de pas grand-chose pour que l'iPhone interprète mal ce qui se passe devant l'objet, et qu'il tente parfois de faire la mise au point dessus. Mais le plus gros avantage de verrouiller le carré jaune, c'est qu'on peut maintenant mieux gérer l'exposition, et ça sans avoir besoin de déplacer le carré jaune. Et en effet, en allant maintenant dans les réglages d'exposition, on peut ajuster le curseur pour que l'image soit plus sombre ou plus claire. Donc voilà, on a un meilleur contrôle des réglages quand on procède comme ça. On verrouille d'abord le carré jaune pour faire la mise au point, et ensuite on se concentre sur l'exposition avec le curseur du même nom. Alors, quand on shoot en ProRAW, la plupart du temps, l'exposition, ça ne pose pas de souci particulier, puisque le téléphone braquette automatiquement, c'est invisible ça, mais il le fait. Et le bracketing, c'est-à-dire que le téléphone prend plusieurs photos, des sombres, des clairs, et les assemble tout seul pour au final pondre une photo bien exposée. Et la plupart du temps, une exposition neutre à 0, ça convient très bien. Mais dans les chapitres sur la retouche, on a déjà vu qu'on a une différence importante de rendu entre la photo ProRAW affichée dans la pellicule du téléphone et la photo qu'on importe dans Lightroom, celle sur laquelle on applique un profil différent du ProRAW pour retrouver une image la plus brute possible, donc mieux adaptée à la retouche. Et souvent, la photo brute, elle apparaît soit beaucoup plus sombre, ou au contraire beaucoup plus claire, et donc c'est pas toujours simple à la prise de vue d'être 100% sûr d'avoir choisi le meilleur réglage d'exposition. Donc, si vous voulez être totalement certain de ne pas vous rater sur l'exposition, ce que vous pouvez faire, c'est assurer le coup en faisant un bracketing manuel, et plus tard, dans Lightroom, vous choisirez la photo qui vous paraît la mieux exposée pour démarrer la retouche. Faire un bracketing manuellement, c'est super simple. Déjà, vous vous assurez que la mise au point est verrouillée, comme on l'a vu juste avant. Et là, dans les réglages d'exposition, vous pouvez par exemple prendre 3 photos. Vous commencez avec une photo plus sombre à -1. Une autre normale à 0. Et enfin, une dernière à +1. J'insiste bien sur le fait qu'en prenant plusieurs photos comme ça, le but ce n'est pas forcément de toutes les utiliser pour la retouche, c'est pas ça l'idée. Le but principal c'est d'avoir du choix pour pouvoir ensuite sélectionner celle qui est vraiment exposée parfaitement, celle avec laquelle donc on choisira de démarrer notre retouche. Donc prendre plusieurs photos ce n'est pas du tout obligatoire, c'est juste que ça permet d'assurer le coup, et un bracketing comme on l'a fait ici, de 3 photos ça suffit dans des conditions de lumière faciles comme ici, ou en tout cas dans toute situation où le soleil n'est pas dans le cadre en fait. Mais quand vous êtes dans des conditions de lumière plus difficiles, comme un lever ou un coucher de soleil et en contre-jour, donc avec le soleil de face, là les chances que l'iPhone gère un peu moins bien l'exposition sont un peu plus élevées, et donc ce n'est pas une mauvaise idée du tout de redoubler de précautions et de réaliser un bracketing plus important en allant prendre toute la gamme d'exposition, carrément de -2 IL jusqu'à +2 IL, et ça par palier de 1 IL entre chaque photo. Alors, procéder ainsi, c'est évidemment extrême, mais j'insiste fortement sur le fait que le bracketing c'est optionnel, il faut bien comprendre ça, c'est loin d'être une obligation, c'est vraiment pour les photographes experts et très exigeants, ceux qui veulent être sûrs à 200% d'avoir toutes les données, toute la matière première, toutes les photos pour pouvoir ensuite, au calme, en faire ce qu'ils veulent. Ça peut être soit en utiliser qu'une seule finalement, celle avec l'exposition vraiment parfaite, avec tous les détails dans les zones claires et les zones sombres, ou alors, dans les cas vraiment extrêmes, toutes les photos braquettées peuvent être utilisées pour une retouche très avancée sur un ordinateur en faisant par exemple du manual blending. Bref, ce type de bracketing de -2 à +2, c'est vraiment jouer la carte de l'extrême sécurité, et personnellement, je le fais de temps en temps, mais pas pour toutes mes photos évidemment, uniquement celles qui me paraissent très importantes avec de superbes conditions de lumière où là je veux être sûr de ne rien rater, donc là je prends toute la gamme d'exposition. En fait, c'est l'idée d'avoir de superbes conditions de lumière, avec de superbes nuages, un truc rare en fait, et prendre le risque de faire qu'une seule expo et se rendre compte au final que l'image n'a pas été parfaitement exposée, que le ciel est soit un peu trop clair par endroits, ou que les ombres sont trop foncées. Je trouve ça vraiment dommage de prendre ce risque, donc c'est pour ça que faire un bracketing, ça a son importance.
Ça évite ce sentiment de frustration très désagréable de se dire que si on avait une photo un peu sous-exposée, ou l'inverse, hein, un peu surex, on aurait pu en faire vraiment un traitement aux petits oignons. Bref, je pense que vous voyez un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce raisonnement qui consiste à assurer le coup en variant les expositions. Et enfin, je vais finir avec une dernière astuce pour ceux qui décideront d'opter pour le bracketing. Sachez que si la situation l'exige, ça va pas être courant non plus, mais sur de très forts contre-jours, pourquoi pas, eh bien sachez que vous pouvez aller au-delà de 5 photos braquettées, histoire d'en avoir une dernière, une 6e photo qui serait par exemple très claire. Et pour faire ça, en partant de la mise au point verrouillée avec le carré jaune, vous faites déjà votre série braquettée complète, de -2 jusqu'à +2, avec un IL d'écart entre chaque photo, et moins d'un IL, ça sert à rien. Et ensuite, quand vous avez pris la dernière photo avec l'expo à +2, l'astuce pour aller un cran plus loin, c'est de repérer le carré jaune, là où on a fait la mise au point, et là, avec le doigt, directement sur le carré ou un petit peu à côté, on glisse vers le haut pour éclaircir la photo. Donc là, ça nous amène au-delà de ce qui était possible au niveau exposition. Et là, en déclenchant, on a notre 6e photo de la série, elle est volontairement très claire. Et ce type de photo, ça peut être utile pour les retouches qui nécessitent d'avoir des zones sombres très détaillées. Encore une fois, ce n'est pas courant du tout comme usage, mais les photographes experts, ceux qui retouchent de manière chirurgicale leurs photos, peuvent y trouver des fois un certain intérêt. Allez, on va synthétiser un petit peu tout ça concernant le bracketing. Retenez que la plupart du temps, ça ne sera pas nécessaire de bracketter puisque l'iPhone ne se trompe pas souvent et expose bien les photos. Donc pour les photos aux conditions de lumière simples, c'est-à-dire ciel bleu, temps nuageux, ou même avec le soleil mais dans le dos, ça passe. Eh bien là, une seule expo suffit. Mais dans ces mêmes conditions, si vous êtes exigeant ou que vous avez le moindre doute, rien ne vous empêche de faire un petit bracketing de 3 photos avec une exposition de -1 jusqu'à +1, c'est bien. Comme ça, vous pourrez ensuite, au calme, choisir celle qui vous paraît la mieux exposée pour la retouche. Et enfin, pour les situations de prise de vue où la lumière devient plus difficile à gérer, comme les contre-jours, et typiquement avec le soleil dans le cadre, avec l'expérience, vous apprendrez à bien comprendre le comportement de l'iPhone et je suis sûr que vous exposerez sûrement nickel avec une seule photo. Mais là encore, si vous avez la moindre hésitation, vous pouvez jouer la carte de la sécurité et faire un petit bracketing. 3 photos, déjà c'est bien. Et parmi ces 3 photos, il y aura quasiment à coup sûr celle qui sera parfaitement exposée. Et après, pourquoi pas aussi, si vous envisagez une retouche extrêmement précise avec des techniques plus complexes sur ordinateur, ou juste là encore, pour assurer le coup, là rien ne vous empêche de prendre la gamme complète d'exposition en braquettant de -2 jusqu'à +2, voire même un cran au-delà, avec la technique que je vous ai montrée avant. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça de faire des photos avec son téléphone. Il y a juste à suivre les différentes recommandations étape par étape comme celle que je vous ai montrée. Et vous verrez qu'en pratiquant, peu à peu, ça va devenir un automatisme. Tout ça, ça sera très simple à mettre en place. Et vous verrez que surtout, ça permettra de maximiser vos chances, d'augmenter la qualité des photos que vous pouvez obtenir avec votre iPhone. Allez, il commence à faire un petit peu frisqué, il commence à pleuvoir également. Donc il est temps de vous laisser. Allez, à plus. Bye bye.